Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard Connecté. Aujourd'hui, je vous emmène de nouveau au CHU de Bordeaux, mais aussi à New York, pour mieux comprendre les dernières avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle pour la compréhension automatisée du langage. On le sait, l'analyse de grands volumes de données est largement facilitée par les algorithmes. Pour nous en convaincre, le docteur Cédric Gilles-Jardinet nous donne quelques chiffres. Les urgences, en France, ça fait 21 millions de passages. Si je me ramène juste à Bordeaux, c'est 56 000. Donc, clairement, regarder 56 000 dossiers à la main, c'est pas possible. Et si je prends pour la régulation, c'est à peu près 1000 appels par jour, en plus ou en moins. Donc c'est le même problème, c'est absolument ingérable de faire ça à la main. Donc l'automatiser et surtout l'automatiser avec pertinence, c'est quelque chose qui est important. Assez rapidement, en commençant du coup en m'engageant dans la partie épidémiologie et santé publique, je me suis rendu compte que j'avais, avec des gros guillemets, en fait, entre les mains des bases de données très riches en termes de contenu. Et j'ai commencé à travailler moi dans le cadre de thèses de médecine sur l'utilisation de tout ça, mais avec des moyens très simples, juste de la recherche textuelle à l'intérieur des observations médicales ou des motifs de recours des patients. Et en discutant du coup avec Emmanuel Lagarde, on a plus ou moins découvert, on va dire, ces outils que sont les transformers, qui sont capables de vraiment non pas aller chercher des petits bouts de texte par-ci par-là, mais de finalement comprendre une sorte de sémantique à l'intérieur du dossier, et du coup de permettre de faire une analyse beaucoup plus fine du contenu de ces dossiers médicaux, à la fois donc avec ce qu'on pourrait appeler des mots-clés, mais surtout aussi des fois avec un environnement de phrases qui va évoquer, faire comprendre à la machine que c'est tel ou tel événement, que c'est tel ou tel problème pour le patient. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile pour faire de l'analyse en masse, quoi. Pour mieux comprendre les avancées de ces fameux transformers, suivez-moi. Je vous emmène à New York il y a un petit peu plus d'1 an. Clément Delangue est le cofondateur de Hugging Face, la startup open source numéro 1 dans la compréhension automatisée du langage. Il nous explique concrètement ce que sont et ce que font ces transformers. La manière dont ils sont construits, c'est qu'ils sont pré-entraînés sur un énorme dataset, donc sur en fait une partie du web, voilà, qui est scrappée. Et ils apprennent la plupart de leur capacité linguistique sur ce pré-entraînement. Et ensuite, ça devient très très facile de ce qu'on appelle fine-tuner, donc entraîner un peu à la marge pour que ce modèle de langage soit capable de faire n'importe quelle tâche de traitement du langage et comprendre n'importe quel domaine. Par exemple, domaine bancaire, domaine du service client. C'est très facile en fait de les adapter. Alors on a fait du non supervisé pour en gros faire comprendre à la machine la manière dont les observations sont rédigées, ce qui donne un truc assez rigolo d'une machine qui est capable de créer de manière totalement artificielle des anamnèses ou des dossiers de régulation. Là-dessus on vient rajouter du supervisé, et on a fait aussi de l'annotation manuelle pour justement regarder strictement les performances de la machine, pas se contenter purement de l'apprentissage non supervisé. Supervisé, non supervisé, c'est peut-être un petit peu flou. Alors pour nous aider à mieux comprendre, Anis de la chaîne Defend Intelligence va nous expliquer concrètement ce que c'est. La différence fondamentale entre ces deux méthodes que je vais vous expliquer concrètement, c'est la présence ou pas de ce qu'on appelle un label. Dans le cadre d'un apprentissage supervisé, en fait, on va avoir l'existence d'un label. Un label, ça va être quoi? Un label, en fait, ça va être une colonne, par exemple, dans un jeu de données que vous allez essayer de prédire. Ça va être un peu votre cible, finalement. Par exemple, si je veux prédire les prix des maisons, par exemple, j'ai un jeu de données avec toutes les maisons qui ont été vendues dans une ville. Dans ce jeu de données, j'ai par exemple la superficie, le nombre de pièces des maisons, la localisation et enfin le prix. Eh bien, cette dernière colonne, ça va être le label. Et donc, on va entraîner un algorithme qui va apprendre à trouver les bonnes approximations entre la localisation, entre la superficie, entre le nombre de pièces, pour réussir à bien prédire les prix. Dans le cas d'un apprentissage non supervisé, on va donner l'intégralité des données à un algorithme qui va se charger lui-même de pouvoir en fait discerner et distinguer des patterns, par exemple, discerner et distinguer des groupes, par exemple, et ça c'est ce qu'on appelle par exemple du clustering.
Je vous donne toujours avec l'exemple des maisons. Si jamais je vous donne l'intégralité du jeu de données, un algorithme de ce qu'on appelle un algorithme de clustering, et ben en fait, vous allez voir émerger plusieurs petits groupes. Par exemple, peut-être le groupe des maisons de luxe, le groupe des petits studios, le groupe des appartements de famille. Et donc, ces deux méthodes ne sont pas là pour résoudre les mêmes problématiques. Donc voilà, très rapidement, la différence entre un algorithme non supervisé et un algorithme supervisé. Il y a d'autres types d'algorithmes qui existent, notamment par exemple les algorithmes par renforcement, les algorithmes qu'on appelle self-supervised aussi, mais ça, ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, maintenant que notre modèle est entraîné, comment évaluer sa performance? Emmanuel Lagarde, directeur de recherche à l'INSERM, nous éclaire. Il y a plusieurs niveaux de validation et d'évaluation. Il y a l'évaluation technique de la performance des algos d'IA, d'accord? Ça se fait versus soit les dossiers cliniques, soit versus du codage humain que l'on réalise en parallèle. Ce codage humain, on le réalise en parallèle pour créer aussi les bases d'apprentissage sur les algorithmes de deep learning, évidemment, même si on travaille de plus en plus sur les solutions qui nécessitent de moins en moins d'apprentissage supervisé. Comme tout le monde, on s'intéresse beaucoup à l'apprentissage non supervisé et on est dans un cas où ça fonctionne très bien puisqu'on a des bases de données immenses pour lesquelles on est capable d'avoir un apprentissage non supervisé en amont du supervisé qui nous permet de faire des économies immenses. Et puis après, une fois que l'outil est construit, il y a une validation en réel puisqu'on travaille, les soignants, les cliniciens avec qui on travaille, ce sont des gens qui voient des patients tous les jours. Et donc on peut mettre en application les solutions que l'on développe et ensuite faire des évaluations réelles avec des indicateurs du style qualité de vie du patient, même à long terme. In fine, ça peut être ça, ou qualité de vie du soignant, ou santé du soignant, ou effectivité du service, temps d'attente dans le service des urgences, encombrement du service, etc. Temps de décrochage au 15, comme pour les appels au 15. Vous voyez. Donc là, c'est la partie évaluation en situation réelle. Et en fait, on fait tout ça. On fait tout ça parce que on a besoin de faire tout ça. Alors la deuxième partie, c'est encore des projets, parce que c'est une initiative qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça se passe comme ça. Donc validation technique d'une part, pour commencer, et ensuite validation, disons, en situation réelle d'un système donné qu'on mettrait en place sur le service. Pour l'instant, on travaille grâce à ce partenariat et donc c'est local. Alors c'est un gros service du 15, le SAMU 15, ça gère beaucoup d'appels sur une grande population. C'est un gros service d'urgence, le service des urgences adultes de Pellegrin, il y a beaucoup de patients. Donc, et à terme, l'idée c'est de pouvoir faire une validation externe sur d'autres services, d'autres SAMU, pour essayer de voir si les solutions qu'on développe ici sont applicables pour des gens qui n'habitent pas en Gironde et qui habitent dans d'autres départements en France, voire même ailleurs dans le monde. Donc petit à petit, l'idée c'est de créer des partenariats avec d'autres départements, avec d'autres régions pour essayer d'étendre la validation et de voir à quel point c'est applicable ailleurs. Ce que je pense personnellement, c'est qu'il faut surtout pas que ça vienne remplacer le contact et la prise de décision humaine. Faut que ça puisse être de l'aide. Il y a des choses sur lesquelles, l'activité aux urgences, à la fois il y a beaucoup de monde, à la fois il y a une activité qui est très variée, sur des pathologies qui peuvent être parfois très spécifiques et qu'on ne connaît pas forcément. On est spécialiste en médecine d'urgence et on n'est pas spécialiste en médecine interne, on n'est pas spécialiste en médecine vasculaire, en tout ce qu'on peut imaginer comme spécialité. Donc avoir des outils qui peuvent en fonction d'un contenu, nous donner des petites alertes pour dire tiens, ça serait bien que tu penses à ça. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je pense pas qu'il faille imaginer à un moment donné que les décisions soient prises par la machine. Je pense vraiment que c'est de l'aide, que c'est de l'aide au repérage. C'est des éléments qui peuvent venir sécuriser la prise en charge du patient, mais pour moi, il n'est pas question que la machine, à partir d'une observation, pose un diagnostic, imprime un courrier toute seule et puis dise merci, au revoir. C'est pas entendable, quoi. Si on déshumanise aussi la médecine, ça va être compliqué, quoi. Si ça fonctionne, le résultat c'est que le soignant a plus de temps et quand un soignant a plus de temps, il voit plus souvent le patient et quand le patient voit plus d'humain, ça change tout. Donc en fait,
paradoxalement, en tout cas pour les applications qu'on développe aujourd'hui, nous, l'IA égale plus de temps soignant pour les patients et donc plus de contact humain.